Bienvenue à cette présentation. Mon nom, c'est Sophie Langlois. Je suis infirmière et récemment graduée de mon doctorat en janvier dernier. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience bien humblement. Donc, la présentation, je l'ai intitulée S'initier au devis qualitatif dans le cadre d'une recherche-action participative. Apprendre en défiant l'imprévisibilité d'une démarche évolutive et humaniste. Je vais surtout parler du volet évolutif aujourd'hui. Humaniste, si ça vous intéresse, vous irez lire ma thèse par désir de concision. Je vais plus me consacrer au fait qu'en recherche-action participative, c'est vraiment une démarche de recherche qui évolue dans le temps. Alors, on va voir ça ensemble dans les prochaines minutes. Le contexte de mes études doctorales, brièvement, juste pour vous situer quelque peu. Moi, j'ai une formation universitaire. Comme on en parlait un peu plus tôt aussi, c'était une formation qui a fortement misé sur les connaissances théoriques en recherche qualitative, ce qui est, j'imagine, un fait très, c'est légitime. Par contre, quand j'ai fini mon année de scolarité après la première année au doctorat, je ne me sentais pas prête encore à plonger vraiment pour chapeauter une étude qualitative. Et justement, comme mes collègues précédentes, dans la présentation précédente, j'ai voulu intégrer différentes communautés, celle de la RQ. J'ai suivi aussi des ateliers de mon logiciel, du logiciel que j'ai utilisé pour codifier les données que des miners. J'ai une communauté aussi Tutor PhD, ça c'est une communauté dans mon domaine de recherche. Tous les congrès auxquels j'ai assisté aussi, je portais vraiment un regard sur la méthodologie, je posais des questions. Donc, ça a été un beau complément un petit peu plus pratique, tacite de la recherche qualitative. Évidemment, il y a eu mes directrices de recherche, puis petite note, elles étaient vice-doyennes et doyennes à leur faculté, très occupées avec toutes les activités de décanat universitaire et au niveau de la socialisation avec mes directrices de recherche, elles avaient beaucoup de temps à consacrer à ces volets-là de leur mandat et elles n'étaient plus aussi vivement actives dans la recherche qualitative. Moi, dans ma tête, j'allais pouvoir me tourner vers mes collègues, mais j'ai été exceptionnellement, j'ai fait partie d'une cohorte de 3 étudiantes seulement au doctorat. Il y en a eu plusieurs les années suivantes, mais au niveau du soutien entre pairs, c'était limité. D'où ce sentiment, comme vous le voyez dans l'illustration, d'avoir à plonger, à faire le tremplin vers le mandat de chapeauter une étude, mais que je me sentais un petit peu chambranlante dans ce rôle. Je vais vous dire dans les prochaines minutes en quoi la recherche-action participative m'a aidée. Donc, d'abord, je vais vous présenter qu'est-ce que la recherche participative pour ceux qui sont moins familiers. C'est une approche qui a 3 caractéristiques qui la distinguent. Donc, d'abord, la collaboration entre chercheurs et utilisateurs des connaissances qui agit non pas seulement comme participants d'études, mais comme co-participants. Donc, tout au long de l'étude, à partir de l'identification du phénomène au cœur du projet de recherche jusqu'à la diffusion des résultats, passant même par les activités de collecte et d'analyse de données. Chercheurs et participants vont par exemple, convenir des choix méthodologiques de l'étude, aussi au niveau plus du contenu aussi, ils vont faire vraiment partie prenante du processus décisionnel de l'étude. C'est quelque chose qui caractérise la recherche-action. Et tout ça dans quel but? Mais celui d'agir pour mieux comprendre des enjeux professionnels tels que vécus par les participants, qui sont des praticiens dans le cas de la recherche-action participative des écrits de Kemis, McTaggart et Nixon. Et tout ça en vue de surmonter concrètement ces enjeux-là grâce à une démarche qui se veut émancipatoire. Il y a tout un processus cyclique qu'on va mettre en branle pour y arriver. Donc, un processus qui se veut très dynamique, qui implique des phases itératives de planification. On va planifier quelles actions on pourrait mettre en œuvre pour surmonter les enjeux professionnels au cœur de l'étude. Ensuite, on va passer à une phase d'action-observation où là, c'est vraiment l'implantation de différentes stratégies, tentatives de surmonter les enjeux. Puis, le cycle du processus se termine par une phase de réflexion.
qui, elle, permet un recul où là, chercheurs et participants, que tous on appelle des co-participants finalement en recherche-action participative, donc tous vont vouloir bien comprendre ce qui a été observé sur le terrain pour continuer dans le processus, soit en continuant dans la même veine ou en changeant complètement de stratégie pour tenter de surmonter les enjeux au cœur de l'étude. Alors, dans notre cas à nous, il y a eu 3 grands moments de cette recherche-action participative que j'ai mis au doctorat. Donc, au départ, il y avait les cycles, les 2 premiers cycles qui étaient plutôt pour la préparation de l'étude. Ensuite, des cycles 3 à 9, c'était vraiment la facilitation, justement, là, pour bien comprendre les enjeux et tenter de les surmonter. Donc, facilitation de changement de pratique notamment. Puis, à la toute fin, cycle 9 et 10, il y a eu le bilan. Donc, ça, c'est dans le cas ici de l'étude qui était au cœur de mon doctorat. Donc là, je vous présente en bref en quoi consistait la méthodologie, tout simplement pour que vous puissiez me suivre dans le bateau pour les prochaines minutes. Ne vous en faites pas, je viens vraiment avec les apprentissages par la suite. Je survole le tout pour bien que vous suiviez la suite. Alors, au niveau de la méthodologie, en bref, lors de la préparation de la recherche-action participative, donc tout premier cycle de l'étude, il y a eu consultation de divers acteurs, donc des patients, des proches aidants, des cliniciens, des gestionnaires, des décideurs, ainsi que des chercheurs. Donc, toutes ces personnes-là, vous aurez deviné, c'est en sciences de la santé qu'a eu lieu l'étude. Donc, on voulait déterminer des priorités d'action pour améliorer, optimiser les soins primaires offerts aux personnes à risque ou atteintes de maladies chroniques. Donc, un sujet très vaste au départ. Donc, cette consultation-là a permis d'identifier de manière collaborative diverses priorités d'action, dont une formation des cliniciens à l'entretien motivationnel. Et là, je vous épargne les détails. C'est tout simplement une approche qui permet d'accompagner les changements de comportement. Donc, arrêter de fumer, faire plus d'activité physique, bien prendre sa médication, etc. Donc, une approche que les cliniciens trouvaient très pertinente, mais difficile à intégrer à leur pratique. Et de leur part, les patients mentionnaient que pour eux, c'était une approche qui ne voyait pas se traduire dans la pratique des cliniciens qui les accompagnaient. Et pour eux, toutefois, c'était vraiment quelque chose de très important de pouvoir bénéficier d'un tel accompagnement. Alors, voilà, donc ça a été ça au cœur de mon projet doctoral. Ensuite, il y a eu le recrutement cycle 2 de 16 cliniciens. Donc, on a créé 4 communautés de pratique interprofessionnelles dont le sujet était, dans le fond, le but était de former les cliniciens participants en entretien motivationnel. Donc, les objectifs, documenter les processus, les facteurs d'influence puis la contribution de la stratégie d'enseignement de la communauté de pratique interprofessionnelle pour finalement atteindre le but ciblé et puis ensuite d'explorer les retombées des communautés de pratique sur les pratiques des cliniciens. Alors, je vous présente les moyens qui ont été entrepris donc, lors de la collecte de données pour arriver à ces objectifs. Donc, il y a eu tout au long de l'étude la rédaction du journal de bord pour ma part. Il y a eu l'observation participante des 28 rencontres qui ont eu lieu parmi les 4 communautés de pratique. Donc, chacune a eu 7 rencontres, donc les cycles 3 à 9. Ensuite, il y a eu co-animation de groupes de discussion focalisés. Observation non participante de consultation menée entre infirmières et patients. Puis, à la suite de ces observations-là, pour justement documenter les retombées des communautés de pratique sur les pratiques. Donc, observation non participante de consultation suivie d'entrevues individuelles semi-structurées avec les patients et les infirmières préalablement observées. Alors, là, j'en viens au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai appris tout au long de cette étude? Alors, découverte numéro 1, l'humilité. Ça a été vraiment un bel apprentissage d'être à la tête d'une recherche-action participative. Donc, je vous explique en quoi. Donc, vous vous rappelez, le cycle 2 de la recherche-action, il y a eu le recrutement. Et dès le recrutement, j'avais vraiment l'intention de collaborer puis de bien instaurer un climat de partenariat pour, entre autres, là, statuer sur les choix méthodologiques de l'étude. Mais forcément, j'avais un bagage derrière moi.
Celui de ma formation universitaire, dans mes cours, on me demandait beaucoup justement d'arriver avec des propositions, hein, parce que pour la plupart de mes collègues, ils avaient un protocole prédéfini, hein, toute la collecte de données était cannée à l'avance, tandis que moi, j'avais cette posture de collaboration pour statuer sur ces choix méthodologiques. Donc, c'était quelque chose de très, très différent pour les professeurs, parce que je vous ai pas dit au début, mais ça fait plusieurs années que j'avais fait ma formation à l'université parce que, bon, j'ai eu congé de maternité, congé pour travail professionnel et tout. Donc, ça fait plusieurs années et depuis, il y a eu plusieurs étudiants comme moi qui ont fait de la recherche-action participative au cours de leur étude, mais quand j'ai fait ma formation, c'était très innovant. Alors, j'ai été confrontée à ce clash, si je peux dire comme ça, entre ce désir de collaborer, cette ouverture aux participants à participer justement aux choix méthodologiques et les exigences de ma formation universitaire. Alors là, il y avait tension. Donc, ça a probablement aussi teinté ma posture parce que j'ai rapidement proposé une façon de faire aux participants sans trop me rendre compte à quel point j'avais pu influencer ensuite la suite des choses. Donc, je voulais proposer, dans le fond, de mener l'observation participante des rencontres en communauté de pratique en utilisant une approche plus structurée que je voyais complémentaire au processus cyclique que je vous ai présenté tantôt de la recherche-action participative. Donc, l'utilisation d'une démarche en 6 étapes du groupe de co-développement professionnel. Donc là, encore là, je vais survoler un petit peu juste les notions pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Donc, le groupe de co-développement professionnel, c'est une approche qui, justement, ces 6 étapes permettent d'abord d'analyser une situation professionnelle vécue dans notre cas ici, par un clinicien dans sa pratique de tous les jours. Cette situation-là est présentée en communauté de pratique à des pairs. Et donc, les 3 premières étapes, c'est vraiment à bien analyser la situation. Pour ensuite, les 3 dernières étapes de la démarche, il y a un remue-ménage de stratégie pour tenter de surmonter les enjeux discutés qui sont incarnés dans la situation qui est présentée entre pairs. Et donc, à la toute fin, le clinicien qui présentait sa situation, l'idée, c'est qu'il parte avec son plan d'action à la lumière de tous ces échanges-là, qui étaient bien cannés avec cette démarche en 6 étapes. Donc, pourquoi avoir poussé aussi cette idée d'utiliser une démarche structurée comme celle du groupe de co-développement professionnel? Je voulais un petit peu expliquer tantôt. Donc, il y avait un désir de structurer, de mener le déroulement des rencontres d'une manière planifiée. C'était aussi une exigence de ma formation que d'avoir aussi à proposer une telle chose. L'opportunité d'innover sur le plan méthodologique. Donc, il y a eu publication sur le sujet. Ça, je trouvais ça aussi intéressant. Mais pour être bien honnête, ma stratégie première, l'idée première, c'était d'avoir une stratégie pour réduire mon stress, de me lancer dans un processus évolutif, itératif et qui, pour moi, m'apparaissait un petit peu comme plonger dans le vide puisque les choix allaient être déterminés dans le temps plutôt que de voir mes collègues qui arrivaient avec des protocoles cannés et eux se lançaient avec vraiment un plan très défini à l'avance qui me semblait pour moi quelque chose de rassurant. Alors, c'est un petit peu aussi cette idée. Mais ce qui est arrivé maintenant, comment j'ai pu apprendre de ce processus de recherche-action participative, c'est qu'au fil des rencontres, donc entre les cycles 4 à 6, selon les communautés de pratique, il y a eu abandon de cette démarche. Donc, on a simplement finalement adopté dans toutes les communautés de pratique le processus cyclique de la recherche-action participative, tout simplement en se fiant à l'observation participante et au journal de bord au niveau méthodologique. Alors, c'était trop lourd, c'était finalement, ça ne répondait pas aux besoins de recherche. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a été mis de côté. Et ça a été justement cette humilité de réaliser que finalement, j'avais probablement incité cette décision-là, j'avais influencé le choix d'opter pour cette démarche plutôt que d'avoir été réellement ouverte à collaborer avec les cliniciens qui prenaient part au projet. Donc, d'où l'idée de l'humilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en recherche-action participative, on peut du moins, par contre, s'adapter et revoir nos choix méthodologiques. Donc, c'est ce que nous avons fait.
il y a eu un autre moment aussi où là, j'ai eu l'opportunité de mettre en application cette leçon apprise. Donc, où là, il y a vraiment eu une belle collaboration au niveau des choix méthodologiques. C'est le cycle 10, vous vous rappelez, c'est le bilan de l'étude. Donc, on voulait documenter les retombées des communautés de pratique sur les pratiques des cliniciens. Alors, il y a eu à ce moment-là, vers la mi-projet, vraiment des moments de discussion vraiment conservés pour discuter des différents choix méthodologiques pour mener ce bilan. Et donc là, j'avais vraiment une autre posture et vraiment toute une attention à justement convenir conjointement de ces choix méthodologiques pour le bilan. Donc, on a vraiment discuté de plusieurs options. Ça m'a permis de réviser les méthodes de collecte de données qualitatives et quantitatives. Donc, je voulais arriver avec plein d'idées en tête pour vraiment être à l'écoute de ce que les cliniciens allaient amener comme idée et pouvoir rebondir sur ces idées-là avec différentes façons de faire. Et ça a été 5 minutes. Ça a été très utile puisque finalement, dans la littérature, ce qui est souvent utilisé, c'est une codification d'enregistrement de consultation avec des outils standardisés validés. Donc ça, c'était, je vous avoue, ça aurait été peut-être ce que j'aurais eu en tête si j'avais été le chercheur qui prenait tous les choix méthodologiques. Puis finalement, il y avait aussi l'option de mener des observations non participantes de consultation suivies d'entrevues individuelles semi-structurées qui étaient finalement aussi intéressantes et rigoureuses. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que là, les cliniciens, ils m'ont apporté vraiment tout un autre regard en discutant avec eux. Donc, pour eux, ils voyaient ça comme très intrusif de partager des enregistrements de leurs pratiques. Donc, ça a été l'option B qui a été choisie et non seulement ça a évité des abandons au niveau de certains cliniciens qui auraient pu justement choisir de ne pas prendre part et ne pas partager l'enregistrement de leur consultation, mais aussi, c'est que là, ils ont vraiment senti que l'étude, finalement, c'est un processus qu'on partageait tout le monde ensemble. Ils ont vraiment activement pris part à ce bilan de l'étude et il y a eu une super richesse des résultats à ce moment-là qui a aussi été observée. Donc, mes apprentissages, en rafale, si j'ai vraiment voulu décortiquer le tout puis mettre le doigt sur ce que j'avais pu apprendre grâce à ce processus. Alors, sans surprise, la collaboration. Donc, comme chercheur en recherche qualitative, on reconnaît bien l'importance du lien de confiance à établir avec des participants d'études pour avoir accès à des données qui sont authentiques et riches. Donc, dans mon cas, grâce à cette participation à un processus cyclique et participatif de recherche, bien, j'ai pu vraiment développer ma capacité à établir ce partenariat avec les participants de l'étude, donc de l'identification du phénomène jusqu'à la diffusion des résultats, mais aussi beaucoup lors de la collecte de données et de l'analyse. Donc, ça m'a permis de vraiment, comme je vous disais, d'avoir cette posture d'humilité, puis d'ouverture, puis de vraiment considérer la part des utilisateurs de connaissances, dans mon cas, la part des cliniciens, même au processus de recherche. Donc ça, c'est un bel apprentissage qui me suit encore et aussi vraiment la conscience d'établir des relations égalitaires, de ne pas tomber dans les pièges du chercheur expert qui est très facile finalement de tomber dans ce piège, même si on a toutes les bonnes intentions de collaborer. Ensuite, au niveau de l'autonomie, donc quand on amorce des études doctorales, on espère bien graduer comme chercheur indépendant, autonome et pour la suite de notre future carrière académique. Donc, mais pour moi, le fait que la recherche-action participative faisait en sorte qu'il pouvait y avoir des décisions méthodologiques qui se prenaient au fil de la collecte de données inattendues, bien, j'ai vu ça comme un terrain de jeu qui était très riche en apprentissage pour développer notamment là, cette autonomie. Donc, j'ai dû assumer parfois certains virages importants au niveau de la méthodologie. Ce qui était intéressant, c'est que c'était partagé, c'était de manière collaborative. Donc, ce n'était pas seulement sur mes épaules comme doctorante. Je voyais vraiment qu'il y avait cette belle richesse d'échange sur ces sujets-là, puis qu'ensuite, on prenait le virage tout le monde ensemble.
Puis en même temps, bien, ça me donnait confiance en mon futur rôle de chercheur en recherche qualitative notamment et recherche participative. Il y avait l'esprit critique, le mot. Fais attention parce qu'il y a beaucoup de bruit, là. Ah, désolée. Oui, donc au niveau de l'esprit critique, le processus cyclique encore là de la recherche-action participative fait en sorte qu'il y a une constante remise en question de nos choix méthodologiques. Donc, cette caractéristique-là, moi, ça a éveillé vraiment mon esprit critique, non seulement envers les décisions que moi, je pouvais prendre, mais aussi envers ce qui avait même été élaboré en collaboration avec mes directrices de recherche dans le cursus universitaire et aussi d'être ouvert au regard puis aux commentaires des utilisateurs de connaissances, des participants d'une étude. Donc, de pouvoir mettre de côté mes préférences, mes préconceptions, puis de remettre en question finalement mes propres idées, puis celles des autres aussi, puis de voir vraiment ça comme une opportunité d'échanger et d'apprendre. Donc, ça, c'était un beau bagage. Puis aussi, d'avoir la capacité de vulgariser, d'expliquer, de remettre en question, comme je le disais, ça aussi, c'était très fort pour faire des choix méthodologiques pertinents, rigoureux, tout en étant fait dans le cadre d'une recherche participative. Le 20 minutes est terminé, alors peut-être conclure, s'il te plaît. Oui, bien, créativité, capacité d'adaptation, hein, donc tout ce processus-là, ce volet très imprévisible de la recherche fait en sorte qu'on est constamment dans cette posture-là de vouloir s'adapter puis de faire appel à notre créativité au lieu d'avoir cette posture-là en début, puis après d'avoir des choix prédéterminés. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui nous suit tout au long de l'étude. Puis l'éthique en recherche, comme pour terminer, là, comme dernier élément. Donc, l'éthique en recherche pour voir les participants non pas comme des sujets, objets de recherche, mais vraiment comme des personnes qui prennent part au processus de recherche. Ça, j'ai trouvé ça génial. Puis également la pertinence sociale de nos travaux de recherche, puisqu'on est dans une approche de recherche où on est très connecté avec la réalité du terrain. Pour moi, ça aussi, ça a été un apprentissage significatif. Alors, il y avait de la littérature aussi que j'étais allée explorer, mais qui corroborait tout ça, notamment que ça pouvait favoriser la rétention des étudiants au doctorat parce qu'on a quand même des taux importants, des taux d'abandon de doctorants au cours de leurs études. Donc, je trouvais ça bien intéressant. Alors, je vous dirais, si vous avez l'idée d'un jour de mener une recherche-action participative au doctorat, alors plongez, ce sera des belles surprises qui vous attendront, qui seront riches en apprentissage.